Nous sommes le 21 octobre 1978. Il est 19h06 au-dessus du détroit de Bass en Australie. Dans le cockpit de son petit avion de location, un jeune pilote de 20 ans, Frédéric Valentich. Il ajuste ses écouteurs, le ciel est noir, mais d'une pureté absolue. Pas un nuage, pas une turbulence. Il saisit son micro pour poser une question banale à la tour de contrôle de Melbourne. Une question de routine que n'importe quel pilote poserait s'il apercevait des feux de position au loin. Pourtant, 11 minutes plus tard, la communication va être coupée net. Et pas par un cri, pas par un signal de détresse réglementaire, mais par un bruit, un son strident, métallique, un grincement de friction qui va durer 17 secondes entières avant le silence de mort. Ce que ce jeune homme a décrit pendant ces 11 minutes a été enregistré sur les bandes magnétiques de la tour de contrôle. La retranscription écrite de cet échange a été classée, analysée par les plus hautes instances de l'aviation civile australienne, puis déclassifiée dans un rapport gouvernemental officiel en 1982. Depuis 47 ans, ce dossier est une anomalie pure. Pourquoi ? Parce que dans la majorité des disparitions aériennes, on retrouve quelque chose. Une nappe de carburant à la surface de l'eau, un débris d'aile, le signal d'une balise d'impact, une pièce métallique échouée sur une plage. Ici, rien. La zone a été ratissée par l'armée, par des avions de patrouille maritime avancés, par des navires civils. Plus de 2600 km² d'océan passés au peigne fin. Le résultat est un vide absolu. L'avion, ainsi que son occupant, se sont littéralement volatilisés des radars et de la réalité. Installez-vous confortablement, on n'effleure pas le sujet. On plonge dans un dossier de fond en comble. On va analyser la transcription ligne par ligne. On va décortiquer la psychologie de ce pilote, ses secrets, les failles de son dossier que beaucoup vous cachent. Et ensuite, on va confronter les deux thèses. La reconstitution des sceptiques de l'US Air Force et les rapports des scientifiques de la NASA et du QFOS. Le QFOS qui est une association internationale d'études des phénomènes ovnis. Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on ouvre le dossier de la disparition de Frédéric Valentich. Pour comprendre ce qui va se jouer dans le ciel ce soir-là, il faut d'abord comprendre où nous sommes. Le détroit de Bass, c'est ce bras de mer qui sépare le sud de l'Australie continentale de l'île de Tasmanie. Pour les géographes, c'est l'un des espaces maritimes les plus traîtres du globe. L'océan y est peu profond, ce qui crée des vagues anormalement hautes et violentes lorsque des vents de l'Antarctique s'y engouffrent. La météo peut y basculer en quelques minutes. Si vous parlez aux marins locaux, ils vous diront que ce détroit a englouti des centaines de navires depuis le 19e siècle. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est son histoire aérienne. Les journalistes de l'époque ont rapidement tenté de créer un mythe en l'appelant le triangle des Bermudes australien. C'est un terme vendeur, bien sûr, qui révèle plus du folklore que de la science. Mais si on s'en tient aux faits purement documentés, le détroit de Bass a la fâcheuse tendance de garder les avions qui l'avalent. En 1920, un avion militaire disparaît dans la zone pendant des recherches pour retrouver un navire perdu. Aucun débris. Et en 1934, un avion de ligne de l'époque, le Miss Hobart, s'abîme dans les détroits avec 11 personnes à bord. On ne retrouvera jamais rien. Et quand Frédéric Valentich décolle ce 21 octobre 1978, il sait que la zone est piégeuse. Mais ce soir-là, l'argument de la météo traîtresse ne tient pas. Les rapports météo, consignés dans le dossier officiel, sont formels. Le ciel est dégagé, la visibilité est maximale, le vent est calme. Si le détroit de Bass doit prendre l'avion de Valentich, ce ne sera pas à cause d'une tempête. Il va falloir chercher l'explication ailleurs. Mais il est intéressant de revenir sur le profil complexe de Frédéric Valentich. Qui est vraiment le jeune homme qui s'installe aux commandes du Cessna 182 ce soir-là? Les médias de l'époque l'ont souvent présenté comme un jeune pilote insouciant. Les partisans du paranormal, eux, en font un pilote compétent et irréprochable. La vérité, comme souvent dans des dossiers officiels, est beaucoup plus nuancée et passionnante. Frédéric Valentich a 20 ans. Il vit pour et par l'aviation depuis son plus jeune âge. Il a accumulé plus de 150 heures de vol à son actif. Ce n'est pas un novice complet, mais c'est ce qu'on appelle un pilote intermédiaire. Il possède une qualification de classe 4 pour le vol de nuit. Cela signifie qu'il a le droit légal de voler après le coucher du soleil, mais à une condition stricte. Il doit voler en condition VFR. En clair, il doit piloter à vue, en se repérant grâce aux lumières du sol, des îles ou des étoiles. Il n'est pas qualifié pour le vol aux instruments, ni le pilotage à l'aveugle au milieu des nuages. Et c'est là que son dossier commence à montrer des zones d'ombre. Si on fouille les registres de l'aviation civile australienne, on découvre que le jeune homme luttait activement pour obtenir sa licence de pilote commercial.
et il éprouvait de grandes difficultés. Il avait déjà échoué à 5 examens théoriques en une seule session. Plus troublant encore, le mois précédant sa disparition, il venait de rater 3 autres matières cruciales pour sa licence. Et sa feuille de route de pilote contenait aussi des incidents de vol. À 2 reprises, il s'était sciemment aventuré à l'intérieur des nuages alors qu'il n'en avait pas le droit. Une infraction qui aurait pu lui coûter sa licence. Et une autre fois, il avait pénétré sans autorisation dans l'espace aérien hautement contrôlé de l'aéroport de Sydney. Le Royal Australian Air Force avait également rejeté sa candidature par 2 fois, estimant que ses capacités académiques étaient insuffisantes pour faire de lui un pilote de chasse. Et là vous allez me dire, mais pourquoi ces détails sont-ils cruciaux pour notre enquête ? Parce qu'ils divisent les analystes en 2 camps radicaux. D'un côté, les sceptiques affirment que ce profil montre un pilote fragile, potentiellement indiscipliné, et sujet à la panique ou à la désorientation spatiale si les conditions devenaient complexes. Et de l'autre, ses défenseurs rappellent que malgré ses échecs théoriques, Valentich volait régulièrement, qu'il aimait profondément sa machine, et que les erreurs mentionnées étaient des péchés de jeunesse, pas de preuve d'incompétence au point de confondre la mer et le ciel. Mais il y a un autre élément psychologique encore plus lourd, qui ont été consignés dans les dépositions de ses proches. Frédéric Valentich était obsédé par le phénomène OVNI. Il ne se contentait pas de lire des magazines, il étudiait les dossiers, accumulait les coupures de presse et avait même assisté à des conférences spécialisées sur la base militaire de Salles. Son propre père, Guido Valentich, a déclaré sous serment que son fils lui avait dit textuellement quelques mois auparavant que si un jour il venait à être enlevé par un OVNI, il ne fallait pas paniquer, car il le ramènerait sûrement. Sa petite amie Rhonda Rushton confirmera elle aussi qu'à peine 6 jours avant le vol, Frédéric lui avait parlé de la possibilité qu'un pilote soit un jour intercepté par une technologie extraterrestre. Est-ce que Valentich était un jeune homme tellement influencé par ses lectures qu'il a paniqué à la vue d'une simple lumière dans le ciel ? Ou est-ce que cette obsession l'a poussé à chercher une confrontation ? Et retenez bien ces éléments, ils vont prendre tout leur sens dans un instant. Nous sommes le samedi 21 octobre 1978. Valentich se rend à l'aéroport de Mooraban. Il loue un Cessna 182L immatriculé BH DSJ auprès de la Sunter Air Service. C'est un excellent appareil, monomoteur, robuste, très populaire pour le tourisme. Dès la préparation du vol, des anomalies s'accumulent. Valentich dépose un plan de vol pour un trajet aller-retour vers King Island, une île située en plein milieu du détroit de Bass. À ses parents et à la compagnie de location, il donne une raison officielle. Il part chercher des amis là-bas pour les ramener. À d'autres proches, il affirme qu'il doit aller récupérer une cargaison de langoustes locales. L'enquête de police qui suivra la disparition va rapidement démontrer que tout cela était faux. Il n'y avait aucun ami qui l'attendait à King Island, aucune commande de langoustes qui n'avait été passée. Et plus étrange encore, il n'a jamais averti l'aéroport de King Island qu'il comptait atterrir ce soir-là, alors que les pistes n'étaient pas éclairées automatiquement. Pour atterrir de nuit sur cette île, un pilote devait obligatoirement téléphoner à l'avance pour que quelqu'un vienne allumer manuellement les balises au sol. Et le jeune homme ne l'a jamais fait. Pourquoi mentir sur le but de son voyage ? Pourquoi s'élancer au-dessus d'un détroit maritime de nuit pour atterrir sur une piste qui sera potentiellement plongée dans le noir complet à son arrivée ? Avait-il un rendez-vous secret ? Prévoyait-il de simuler sa disparition ? Ou avait-il simplement décidé de s'offrir une virée nocturne en solo, sans se soucier des règles ? À 18h19, le moteur de l'avion est allumé. L'avion s'élance sur la piste de Mooraban et s'élève dans le ciel crépusculaire. Et le mystère commence. Et pendant que l'avion prend de l'altitude et s'éloigne des côtes, il faut élargir notre focale. Que se passe-t-il en Australie en ce mois d'octobre 1978 ? Les archives ufologiques de l'état de Victoria montrent ce que les spécialistes appellent une vague. Depuis plusieurs semaines, les gendarmes locaux et les journaux reçoivent une quantité anormale de témoignages décrivant des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Des disques argentés vus en plein jour, des lumières erratiques qui changent de direction à angle droit au-dessus de la mer. Le soir même du 21 octobre, alors que l'histoire de Valentich n'est pas encore médiatisée, pas moins de 11 personnes distinctes, réparties le long de la côte d'Otway, rapportent avoir observé des lumières anormales dans le ciel. Un témoin décrira une lumière verte intense, se déplaçant à grande vitesse, au-dessus de l'eau. Les sceptiques ont un argument très solide pour contrer cela. Lorsque le ministère des Transports analysera ces témoignages civils, il fera remarquer que la majorité de ces dépositions ont été enregistrées après que la disparition de Valentich a fait la une des journaux télévisés. C'est un phénomène psychologique bien connu, la suggestion collective. Les gens apprennent qu'un pilote a disparu à cause d'une lumière mystérieuse, et soudain, le moindre reflet d'étoile ou le moindre phare de bateau au loin se transforme dans leur mémoire en une soucoupe volante. De plus, les relevés de l'observatoire confirment que cette nuit-là,
La Terre traversait un flux de météorites. Les scientifiques au sol ont compté entre 10 et 15 météores par heure entrant dans l'atmosphère, créant des traînées lumineuses, visibles à l'œil nu. Pour l'administration, les 11 témoins ont simplement vu des étoiles filantes. Mais qu'en est-il de Valentich, qui lui, volait au milieu du ciel? Et là, nous arrivons au cœur absolu du dossier. À 19h, Valentich vole depuis 41 minutes. Il vient de passer la verticale de Cap Otway, le dernier point de terre ferme, avant le grand saut, au-dessus de l'océan noir. Tout va bien à bord. À 19h06, sa voix résonne dans la radio du service de vol de Melbourne. L'opérateur radio en service s'appelle Steve Roby. L'échange qui va suivre est consigné mot pour mot dans le rapport officiel de 1982. Écoutons la dynamique de cette discussion. 19h06, Valentich demande. Melbourne, ici Delta Sierra Juillet. Est-ce qu'il y a un trafic connu en dessous de 5000 pieds? Steve Roby consulte ses écrans et ses plannings. La zone est vide. Il répond. Delta Sierra Juillet. Aucun trafic connu. Et la voix de Valentich revient, plus insistante. Melbourne, il y a un gros appareil qui vient de passer en dessous de moi. Il semble avoir 4 lumières d'atterrissage, très brillantes. À ce moment-là, le contrôleur s'étonne. Si c'est un gros avion de ligne, il devrait être sur des radars de l'aviation civile ou militaire. Roby demande des précisions. De quel type d'appareil s'agit-il? Valentich répond. Je ne peux pas l'identifier. Il est très grand. Il vient de passer au-dessus de moi, à une vitesse immense. Dans le cockpit, la situation commence à devenir stressante. Valentich lève les yeux. L'objet a changé de trajectoire. Il revient. Il est 19h07. Valentich reprend le micro. Melbourne, l'appareil s'approche à nouveau par l'est. Et j'ai l'impression qu'il joue un jeu avec moi. Il vole au-dessus de moi à 2 ou 3 reprises, à une vitesse que je ne peux pas estimer. Le contrôleur commence à comprendre que la situation est anormale. Sa voix reste calme, professionnelle, mais il cherche des données techniques. Delta Sierra Juillet. Quelle est votre altitude actuelle? Valentich répond. Je suis à 4500 pieds. Et c'est ici que la description visuelle s'affine et devient purement ufologique. Valentich tente de décrire la structure de ce qui le survole. Melbourne, l'appareil semble long. Je ne peux pas en dire plus à cause de sa vitesse. Il est maintenant stationnaire, juste au-dessus de moi. Le contrôleur tente de vérifier auprès des services militaires si une opération secrète est en cours. Rien. Il redemande. Pouvez-vous décrire l'appareil? Valentich répond. Il a une surface métallique brillante. Il a une lumière verte très intense dessus. Il vient de disparaître à toute vitesse. Il est maintenant 19h09. Il y a un silence radio de quelques secondes. Puis soudain la situation mécanique de l'avion se dégrade. Valentich appelle, la voix probablement plus serrée. Melbourne, mon moteur commence à brouter. Le ralenti est extrêmement irrégulier. Ça cogne. Roby répond. Delta Sierra Juillet, quelles sont vos intentions? Valentich répond. Je vais continuer vers King Island. L'appareil est à nouveau en train d'orbiter, au-dessus de moi. Le contrôleur insiste une dernière fois, car pour lui, un appareil métallique avec des lumières et une telle maniabilité doit forcément être un avion de chasse ou un hélicoptère moderne. Le contrôleur demande à Friedrich de l'identifier. Et Friedrich répond. Ce n'est pas un avion. Les dernières secondes de transmission arrivent, on entend le souffle de la radio. Valentich parle une ultime fois. Melbourne, il plane juste au-dessus de moi. Il plane. Et ce n'est pas un avion. Puis plus rien de sa voix. À l'instant précis où la transmission vocale se coupe, le micro du cockpit reste ouvert pendant 17 secondes entières. 17 secondes durant lesquelles l'enregistreur de la tour de contrôle de Melbourne va capter un bruit de friction indescriptible. Les ingénieurs du son et les contrôleurs le décriront comme un grincement métallique continu, un bruit de frottement de métal contre du métal. Puis, plus rien. Canal radio retombe dans le silence. Il est 19h17. Frédéric Valentich n'existe plus. Dès la coupure radio, le contrôleur déclenche l'alerte d'urgence maximale. L'aviation civile sait exactement où se trouvait le Cessna lors de son dernier appel. À quelques miles au large du Cap Otway, la Royal Australian Air Force déploie immédiatement un de ses appareils les plus performants pour la recherche en mer, à Lockheed P3 Orion. C'est un quadrimoteur lourd bourré de capteurs, de radars maritimes et de systèmes de détection thermique capable de repérer un simple gilet de sauvetage au milieu de l'eau noire. 8 avions civils se joignent à la flotte. Plusieurs navires de commerce naviguant dans le détroit de Bass modifient leur route pour scruter la surface de l'océan avec de puissants projecteurs. La zone de recherche est immense. Plus de 1600 km² de mer passés au crible pendant 4 jours d'affilée. Les conditions en mer sont pourtant bonnes. S'il y avait des débris flottants, on aurait pu les repérer. S'il y avait eu un crash classique, une immense tache d'huile ou de carburant flotterait à la surface.
Le 25 octobre 1978, après 96 heures de recherche intensive, le gouvernement australien prend la décision d'abandonner les opérations. Ils n'ont absolument rien trouvé. La balise de détresse de l'avion, conçue pour flotter et émettre un signal radio puissant dès qu'elle entre en contact avec l'eau, est restée totalement muette. L'avion s'est enfoncé dans l'océan sans laisser la moindre trace. Ou alors il n'a jamais touché l'eau. 5 ans plus tard, en 1983, un frisson parcourt la communauté aéronautique. Un capot de moteur de Cessna s'échoue sur les côtes de l'île Flinders. Les experts se ruent sur la pièce, mais le verdict des ingénieurs est décevant. Le capot a séjourné si longtemps dans l'eau et les numéros de série sont tellement corrodés qu'il est impossible de prouver qu'il s'agit du VH-DSJ de Valentish. L'affaire reste administrativement close. Porté disparu, présumé décédé. Pour les scientifiques et les sceptiques, il est hors de question de laisser ce dossier dans les mains des ufologues. En 2013, un astronome réputé et ancien pilote de l'US Air Force, James McGaha, s'associe avec l'enquêteur Joe Nickell pour publier une contre-expertise technique absolument remarquable du cas Valentish. Leur théorie repose sur un phénomène physiologiquement terrifiant, bien connu des pilotes de nuit, la désorientation spatiale, et plus précisément, la spirale du cimetière. Rappelez-vous du profil de Valentish, il n'a que 150 heures de vol. C'est son premier vol de nuit en solo, au-dessus de la mer, et il n'est pas qualifié pour le vol aux instruments. Quand vous volez au-dessus d'un océan noir, par une nuit parfaitement claire, un piège visuel mortel se met en place. Les étoiles se reflètent sur la surface de l'eau. Pour les yeux d'un pilote fatigué ou stressé, l'horizon disparaît. Le ciel et la mer se mélangent. Selon McGaha, Valentish aurait aperçu une lueur anormale dans le ciel. Et d'après les relevés astronomiques de cette nuit-là, c'était en réalité l'alignement exceptionnel, brillant, des planètes Vénus, Mars et Mercure, combinés à une étoile filante. En voulant suivre cette lumière des yeux, Valentish aurait incliné son avion, sans s'en rendre compte. Quand l'avion s'incline légèrement la nuit, l'oreille interne du pilote s'habitue à la force centrifuge en quelques secondes et envoie un faux message au cerveau qui lui dit « tu voles à plat ». Pour corriger une trajectoire qu'il croit droite, le pilote accentue le virage. L'avion entre alors dans une spirale descendante et pris dans cette spirale du cimetière, Valentish aurait levé les yeux par la vitre latérale de son cockpit et en regardant vers le haut, à cause de l'inclinaison de son avion, il aurait vu le reflet de ses propres phares d'atterrissage et de sa propre lumière verte de position se refléter au-dessus de l'eau. Mais son cerveau désorienté aurait cru que l'objet volait au-dessus de lui et orbitait autour de son appareil. Et cette théorie explique scientifiquement un autre détail. Dans une spirale descendante serrée, la force de gravité augmente. Le carburant dans les réservoirs est poussé par la force centrifuge vers les parois, privant le moteur d'une alimentation régulière en essence. Et c'est ce qui a provoqué le fameux moteur qui broute, signalé par Valentish. Et le bruit métallique de 17 secondes, pour les sceptiques, ce n'est pas le cri d'un monstre ou d'une soucoupe, c'est le bruit du moteur poussé à son régime maximum, alors que l'avion force à plus de 300 km/h face à l'océan, provoquant la destruction de la structure métallique de l'appareil juste avant l'impact. La théorie de la spirale du cimetière est séduisante et logique, mais pour les chercheurs de la thèse anomalie, elle est insuffisante. Et ce ne sont pas des amateurs sur les forums qui le disent, ce sont des scientifiques de haut niveau. Le premier s'appelle Richard F. Hens. C'est un psychologue de l'espace qui a travaillé de longues années avec la NASA, notamment sur la perception visuelle des pilotes dans des conditions extrêmes. Il a été tellement fasciné par la rigueur des données des cas Valentish qu'il a publié un livre d'enquête complet de 175 pages en 1987 intitulé The Melbourne Episode. Après avoir analysé la voix de Valentish sur la transcription et étudié la physique du Cessna, il rejette la thèse d'une simple vrille. Il fait remarquer que pendant les 11 minutes d'échange, la voix de Valentish ne montre aucun signe de panique ou de détresse psychologique intense qui accompagne un pilote pris dans une chute mortelle. Sa voix est surprise, stressée par l'inconnu, mais il pilote sa machine de façon stable. De plus, le ciel était clair et la visibilité excellente. Les phares côtiers de Cap Otway étaient toujours visibles derrière lui, ce qui rend une désorientation spatiale totale beaucoup moins probable pour un pilote qui a tout de même 150 heures d'expérience. Un autre grand nom de la recherche s'est penché sur le dossier, Alan Hendry, l'enquêteur principal du SUFOS. On en avait parlé, c'était l'association ufologique. Hendry est célèbre dans le monde scientifique pour être un sceptique extrêmement féroce. Sur des milliers de cas d'ovnis qu'il a analysés, il a trouvé une explication rationnelle pour 95% d'entre eux. Mais pour Valentish, Hendry a dû admettre que le dossier résistait. Il a souligné que le comportement de l'objet décrit par Valentish, qui descend à grande vitesse, puis devient stationnaire, avant de repartir, ne correspond à aucun profil de débris de météorites ou d'illusion planétaire classique. Et puis, il y a cette pièce à conviction mystérieuse qui dort dans le dossier,
la photographie de Roy Manifold. Ce soir-là, à l'instant précis où Valentich échange avec la tour de contrôle, un plombier nommé Roy Manifold se trouve sur la plage de Cap Otway. Il a installé son appareil photo sur un trépied pour photographier le coucher du soleil sur l'océan. Il prend plusieurs clichés successifs à quelques minutes d'intervalle. Il n'entend rien, le bruit des vagues couvrant tout. Mais lorsque ces photos sont développées quelques jours plus tard, une anomalie apparaît sur l'un des derniers clichés. Juste au-dessus de l'horizon, là où volait le Cessna, on distingue une silhouette sombre, une sorte de masse floue, entourée d'un halo, une perturbation de l'air, s'élevant verticalement de la mer à une vitesse visiblement immense, créant un flou de bouger. La photo a été analysée par l'organisation américaine Ground Saucer Watch. Leur conclusion affirme que le négatif n'a pas été manipulé et qu'il montre un objet solide en mouvement. Les sceptiques, eux, affirment qu'il s'agit d'un simple défaut de développement ou d'un insecte passé de l'objectif au moment du déclenchement. Là encore, le dossier refuse de se refermer. Mais alors que s'est-il réellement passé dans le ciel du détroit de Bass ce 21 octobre 1978 ? Si vous choisissez la thèse sceptique, vous y verrez le drame tragique d'un jeune homme passionné, victime de ses propres croyances, trahi par ses yeux et par l'immensité d'un océan noir qui a parfaitement digéré les débris de son avion. Et si vous choisissez la thèse de l'anomalie, vous y verrez la confrontation documentée entre un pilote de l'aviation civile et une technologie dont le comportement dépasse tout ce que nous connaissons. Toutes nos lois de la physique aéronautique ne peuvent l'expliquer. Le père du jeune homme a passé le reste de son existence à refuser la thèse de la mort de son fils. Jusqu'à son dernier souffle, en l'an 2000, il est retourné chaque année sur la côte, convaincu que son fils avait été emmené et qu'il reviendrait un jour. Aujourd'hui, si vous voyagez jusqu'à Cap Otway, près de la vieille station météo, vous trouvez une plaque en bronze scellée dans la roche. Il y est écrit le nom de Frédéric Valentich, disparu en plein vol. Elle est là pour rappeler que derrière le mystère ufologique, il y a la réalité d'un jeune homme de 20 ans qui a laissé sa vie dans le ciel. Le dossier reste ouvert depuis 47 ans. Et vous, quelle est la théorie qui vous semble la plus cohérente après avoir entendu les faits, la spirale du cimetière ou la rencontre avec l'impossible ? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune nouvelle enquête, boostez la chaîne et bien sûr likez. Prenez soin de vous et à la prochaine.